J'imagine avec tristesse les gendarmes qui, demain, vont se présenter à la porte de 4 foyers où le malheur va s'engouffrer. Les cadavres sont recouverts d'une bâche trouvée à l'arrière d'une Jeep. À ce moment, Walter débouche à son tour avec GMC et la première section au complet. Il gicle du camion. Walter reste impassible, mais la contraction de ses mâchoires en dit long. Je lui explique rapidement la situation. Tu n'es pour rien fourtu. Il s'est fait repérer à l'allée et le commando zonal, prévenu par les choufs, l'a attendu au retour. Les salopards, ils ont piqué les armes et leur équipement. C'est très ennuyeux. Ne peut-on pas leur courir après? On y va, mais c'est pour rien. Ils doivent déjà être cachés au plus profond d'une grotte. Un piper de la latte est en train de survoler les alentours. Je présume qu'ils se sont enfuis vers le sud. J'aperçois quelques branches cachées dans cette direction, mais dans peu de temps la nuit va tomber. Très bas, un avion d'observation tourne en cercle de plus en plus large. Je suis mon lieutenant? Non. Tu vas charger les cadavres dans le GMC, direction Timzirit. Tu laisseras tes hommes au passage à El Azib, El Majen. Ton adjoint te remplacera. Demain, tu conduiras les cercueils pour la cérémonie officielle à Tizi Ouzou. Première section, formation en ligne, direction ouest, direction l'oued, plein sud, en ratissage en coude à coude, en avant, et feu sur tout ce qui bouge, pas de prisonniers. Aussitôt, la progression commence. Triste besogne que de charger les corps ensanglantés dans le camion, mais personne ne rechigne. Tous restent muets et se disent que peut-être un jour viendra à leur tour. Le GMC s'ébranle lentement, encadré par les 2 jeeps. Après l'arrêt prévu à l'Azib El Majen, le convoi funèbre arrive à Timzirit, où le capitaine Vaillant nous attend, entouré de son état-major. Un piquet d'hommes en armes est là, commandé par un sous-officier. Je salue mon chef, il ne me dit rien, et je n'ai rien à lui dire. La vraie peine ne s'exprime pas par des mots. Les corps sont déposés sur 4 civières et recouverts de couvertures militaires, faute de mieux. Les cercueils arriveront certainement demain matin de Borj Menaïl avec l'aumônier militaire. Garde à vous, présentez armes. Nous saluons nos morts. C'est tout ce que nous pouvons pour eux. 8 soldats portent les civières dans un petit bâtiment préfabriqué où ils passeront la nuit, veillés par une sentinelle en armes. Vaillant devant ma peine et mon mutisme s'approche de moi, me met la main sur l'épaule et me demande de lui raconter exactement ce qui s'est passé. Allez-y, ça fait du bien de parler. Ce que je fais, la gorge serrée. Quand je lui dis qu'il serait encore vivant s'il n'était pas venu à El Azib El Majen, le capitaine m'arrête. Vous n'avez aucune responsabilité dans ce drame fortuit. C'était la destinée. Vous auriez pu tout aussi bien aller chez lui à Afir, et c'est vous qui auriez eu droit. Ce qui est moche, c'est que la radio vient de me prévenir que Walter vient de décrocher. Il n'a rien trouvé. Il rentre à Tuxal, bredouille. Vous partirez demain à 10h avec l'ambulance et les véhicules d'escorte pour Tizi Ouzou, où la cérémonie est prévue pour 11h. Le chef de corps sera certainement présent. J'essaie, mais en vain, de prendre un peu de repos. Des images insoutenables reviennent sans cesse devant mes yeux. À l'aube, je mets un peu d'ordre dans ma tenue, je me rase de près, avec un rasoir prêté par un sous-officier. Un verre de café me donne un peu de tonus. Et je me dirige vers le bâtiment où gisent mes camarades. Pendant de longs moments, je prie avec ferveur pour le repos de leur âme.
Malgré moi, je pense que j'ai une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. À 9h, l'ambulance arrive avec 2 véhicules d'escorte. L'aumônier s'approche des civières, fait des signes de la croix et récite la prière des morts. On décharge les 4 cercueils dans lesquels sont allongés les corps martyrisés. Les couvercles sont vissés. Le piquet d'honneur qui s'est mis en place présente les armes. Toute la petite garnison est là, silencieuse, au garde à vous, vaillant, au premier rang. Je monte dans la jeep de tête, l'aumônier dans l'ambulance, et nous nous dirigeons vers Tizi Ouzou. Je ne vois rien de la route, ni de l'entrée en ville. Je suis tout entier dans ma peine. Le convoi s'arrête dans la grande cour de l'hôpital où 4 paires de tréteaux sont installés. Non loin, un hélicoptère Sikorsky est garé. Il transportera les cercueils à Alger, d'où ils partiront en avion pour la métropole. Le général et le chef de corps sont là. Une section rend les honneurs. Une petite fanfare est alignée derrière le porte-étendard du régiment qui incline le drapeau sur les cercueils drapés de tricolores. Le général approche, suivi d'un sous-officier qui porte des décorations sur un coussin de velours rouge. Sous-lieutenant Baron, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Soldat Fréré, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décore de la médaille militaire. Et il en fait de même pour les 3 autres. Il épingle la décoration sur le drapeau de chaque cercueil et les salue. Aux morts, lance le général. Un clairon égrène les notes funèbres, lancinantes, qui prennent aux tripes. Mon regard embué se pose sur nos morts alignés sous le grand ciel bleu de l'Algérie. L'étendard se relève, tandis que retentit la Marseillaise. Adieu, baron, adieu, braves soldats, pensai-je en moi-même. Je vous jure que je vous vengerai. Le rotor de l'hélico tourne et l'appareil s'envole pour Alger. De retour sur le Piton, je m'enferme dans ma mechta sous le regard consterné de mes hommes, plongés dans les plus tristes pensées du monde. Un autochtone aurait dit impassible « Mektoub », c'était écrit. Mais je n'appartiens pas à leur race. Je rejette la fatalité. Mourir si jeune et d'une manière si barbare, je n'arrive pas à l'accepter. J'ai des remords pour la vie. Octobre débute avec des pluies torrentielles qui transforment tout en un univers de boue et de marécages. Sous un ciel bas, livide, zébré d'éclairs, de gros nuages de pluie se bousculent et déversent des tonnes d'eau dans le bruit assourdissant du tonnerre, répercuté par l'écho des montagnes. Il fait un temps à ne pas mettre un félaga dehors. Ah, si je tenais un de ces égorgeurs. Dans nos conversations, nous revenons sans cesse au drame que nous avons vécu. Il sera difficile d'oublier. La pluie rend les pistes impraticables et conduire un véhicule Jeep ou GMC, malgré les 2 ponts, relève de la haute voltige. Après m'avoir prévenu 2 jours avant, Walter est arrivé avec une section du génie et un camion de matériel pour étendre le réseau de barbelés. La veille, j'ai décidé de réunir la population pour lui annoncer notre tout proche agrandissement. Comme d'habitude, je profite de la cérémonie des couleurs qui les réunit autour de moi. Je me rends au pied du mât et, relayé par Mokrane, la conversation s'amorce. Nous bénéficions d'une trêve de la pluie. Bonjour à tous. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Les visages se ferment subitement, car je me doute qu'ils se méfient, et avec raison, de ce genre d'introduction.
quel malheur ou quelle corvée va leur tomber sur la tête. Voilà, demain, des militaires viendront déplacer les barbelés du village et les mettre un peu plus loin. Mokrane, qui ne se doutait de rien, me considère d'un air surpris. Des soldats tendent l'oreille, eux aussi imaginent des activités imprévues à l'horizon. El-Azib El-Mejden va accueillir quelques dizaines de familles supplémentaires, car vous savez que plusieurs villages sont encore isolés, menacés par les rebelles qui les rançonnent de jour comme de nuit. Les villageois se rembrunissent et je perçois des murmures de mécontentement dans la foule. Le conseil des anciens s'agite sous son olivier centenaire et je m'attends à des réactions car je leur ai toujours dit que le dialogue était de rigueur. Le plus difficile sera de ne pas nommer Tachitouine afin d'éviter plus de fuites possibles. Nous allons accueillir la population d'un petit village que nous voulons protéger. Leur arrivée ne changera rien à votre vie car ils construiront des maisons provisoires sur les espaces que l'armée va dégager pour eux. Pas un seul de vos jardins ne sera touché. Dès que la guerre sera finie, et cela ne saurait tarder, ils retourneront chez eux. Leur village ne sera pas détruit, mais seulement détoité. Je demande à Abdallah d'approvisionner rapidement son épicerie et à Mohamed de prévoir une augmentation de la consommation de café. Les deux commerçants ne pipent mot, mais à leur air, j'imagine qu'ils pensent à leur chiffre d'affaires en hausse. Koubabi, un ancien, se lève, se drape dans son burnous. Il va parler au nom des autres. Les murmures cessent. Seul un bébé pleure, enveloppé dans un grand foulard sur le dos de sa mère. Mokrane traduit au fur et à mesure. Mon lieutenant, comment tu veux qu'on fasse vivre la population d'un autre village alors que nous arrivons à peine à avoir à manger pour nous? C'est pas possible de faire ça. Les jardins sont trop petits et la cueillette des olives, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Pour l'eau, c'est pas un problème car l'Oued coule maintenant. Et puis, de quel village s'agit-il? Sikoubabi, je comprends tous vos soucis. Tes paroles sont pleines de sagesse. Mais il faut que tu saches que j'ai reçu un ordre du commandement et que je dois l'exécuter. Toi qui étais à Cassino avec les tirailleurs algériens, tu sais qu'il faut obéir aux ordres. Nous allons agrandir le village et vous n'aurez personne à héberger. Il y aura quelques jours difficiles, mais je veillerai à ce que l'ordre règne. Pour l'instant, le nom du village est un secret. Attention, je punirai impitoyablement tous ceux qui parmi vous, ou parmi eux, civils comme militaires, voudraient profiter de la situation. Dans toute la Kabylie, il n'y aura plus de villages isolés. Les Falagas n'auront plus où se réfugier, sauf dans les grottes, comme des chacals. Je vous rappelle que je garantis la vie sauve à tout rebelle qui voudrait se rallier avec ses armes. La future arca du village les attend. La SAS va me fournir quelques quintaux de semoule à distribuer aux nouveaux venus pour démarrer. Tout rentrera dans l'ordre rapidement. Les travaux commenceront demain matin. Vous n'y participerez pas. Ils ont l'air soulagés. Je vous préviens qu'il y aura beaucoup de patrouilles et que la surveillance sera renforcée, de jour comme de nuit. Maintenant, c'est tout. Rentrez chez vous. Le bureau de laissez-passer est ouvert. L'école et le dispensaire aussi. Je les salue et je quitte la Jama pour éviter d'autres questions embarrassantes. Ils se dispersent en petits groupes qui discutent fort. Je vois un homme cracher par terre, rouge de colère. Décidément, il va falloir que j'ouvre l'œil. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.